Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite reine absolument exceptionnelle parce que Pauline Ferrand-Prévot vient de remporter le Tour de France. Oui, je répète, Pauline Ferrand-Prévot a remporté le Tour de France. Elle était incroyablement au-dessus de la mêlée, une ascension du col de la Madeleine absolument incroyable. Et à l'arrivée, il n'y avait pas photo sur le week-end final. Mais bon, avant d'en parler plus longuement, parce que là, je parle et j'allais m'étaler sur l'exploit qu'elle a réalisé vraiment. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui, je crois que c'est sa première petite reine, donc c'est cool. Tu tombes très bien pour peut-être la plus attendue, la plus exceptionnelle après le Tour de France. C'est Matt. Salut Matt, comment vas-tu? Salut Adri, ça va nickel, on se remet tout juste des émotions exceptionnelles de la semaine. Effectivement, l'habitude d'écrire sur le cyclisme féminin, mais bien la première participation à une petite reine, ça tombe bien, on va parler de nombreuses reines aujourd'hui. Il y en a eu cette semaine. Ouais, il y en a eu. Il s'est vraiment passé plein de choses sur cette semaine de Tour de France, sur ces 9 étapes. Alors, on va pas vous résumer ce qui s'est passé étape par étape aussi, parce que je pense que si vous nous écoutez, vous avez quand même un minimum suivi et vous êtes bien au courant de ce qui s'est passé et des différents scénarios. Ce qu'on a décidé de faire avec Matt aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques coups de cœur et quelques déceptions à travers les différentes filles qui ont marqué la semaine, les différentes équipes aussi, ce qui permet de balayer un petit peu les principales protagonistes et puis les principaux événements aussi. Il s'est passé énormément de choses. On va essayer d'être court et concis, sauf peut-être pour parler de Pauline Ferrand-Prévot, vraiment qui a livré une prestation exceptionnelle. Mais juste avant ça, si vous nous découvrez et que l'émission vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, à vous abonner. On est tout proche des 4000 abonnés sur YouTube. Vous êtes également nombreux et nombreuses à nous écouter en podcast, donc merci pour votre soutien et c'est grâce à ça aussi qu'on décide de lancer diverses émissions et notamment cette petite reine où on parle depuis maintenant 1 an et demi de cyclisme féminin et ça nous fait d'autant plus plaisir que Pauline Ferrand-Prévot ait remporté le Tour de France et qu'on ait le temps de pouvoir en parler longuement dans une émission. Bon Matt, quand je t'ai demandé tes coups de cœur, forcément le nom de Pauline Ferrand-Prévot est arrivé en premier. Il y a énormément de choses à dire. Déjà peut-être pour commencer, toi l'image que tu retiens de Pauline sur ce Tour de France, c'est quoi? Une- L'image vraiment marquante pour moi de Pauline Ferrand-Prévot, c'est dans le col de la Madeleine, quand la manière dont elle suit facilement d'abord Sarah Gigante qui fait tout péter, et en fait elle l'attaque même pas, juste au train, assise sur la selle, elle va tout simplement décrocher tout le monde, et c'est une forme de domination que j'avais rarement vue, que ce soit cyclisme masculin ou féminin confondu, et moi qui suis né au tout début des années 2000, j'avais deux rêves dans ma vie. C'était voir un ou une coureur française remporter mes deux courses favorites, Paris-Roubaix et le Tour de France. J'ai eu la même avec ma coureuse favorite française en une année. Je crois que, comme, euh, comme on disait en 98, on peut mourir tranquille Mais le plus tard après possible, ça, il a mais dit. le plus tard possible. Mais quelle performance. Moi, ça a été vraiment l'image marquante, c'est quand elle est assise sur la selle et que elle la lâche avec une telle Ouais. facilité. Complètement fou. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ouah la vache, elle est hyper forte. Elle est hyper forte. Parce que pour revenir comme ça, elle a l'intelligence en plus d'amortir un petit peu l'attaque, parce que l'attaque, elle est quand même violente. Puis je pense elle s'est peut-être dit au début, bon, je vais peut-être laisser bosser les favorites, qu'elle me ramène un petit coup, et puis en fait, quand elle les a lâchées, là, comme tu dis, assises sur sa selle, déjà, je trouvais que sur l'ascension, elle tournait très bien les jambes, ce qui était signe de fraîcheur aussi. Mais la façon dont elle revient, en fait, tu te dis waouh, c'est incroyable quoi. Euh, c'est incroyable. C'est complètement fou, hein. Et puis, ça confirme d'ailleurs que le col de la Madeleine est un des cols les plus incroyables
à franchir. On a une ascension chez les hommes complètement dingue, une ascension chez les filles complètement dingue également. Et puis on avait de partout, quoi. Il y avait une coureuse, une coureuse, une coureuse. C'était sensationnel cette ascension. Ouais, c'est vrai qu'elles arrivent toutes, mis à part le groupe Eto, je crois que les 50 premières, elles arrivent une à une quasiment. Et puis en plus, alors, ce qui était incroyable en plus dans cette étape, euh, c'est le col de la Madeleine qui est hyper dur et la foule à Saint-François-Longchamp. À Ouais. quelques kilomètres de l'arrivée, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment dingue, quoi. Je pense que ça a dû leur faire vraiment bizarre et chaud au cœur aussi aux filles qui étaient devant mais qui étaient derrière également. Et c'était vraiment une très très bonne idée d'arriver là-bas. Puis en plus, ces derniers kilomètres du col de la Madeleine sont absolument magnifiques. Où tu vois sa serpente un petit peu plus loin. Je pense que tout le monde avait les filles qui étaient devant elle en point de mire. Et non, non, c'était vraiment. Ouais, c'était. De toute façon, c'est l'heure et demie marquante de ce Tour de France. On peut dire, je pense. Ouais, ouais, clairement. Le lendemain, le dimanche, c'était plus une procession, même si j'ai quand même cette image de Pauline Ferrand-Prévot qui lâche une espèce de dynamite absolue à 3-4 km de l'arrivée vers Châtel, où enfin, même pas 50 mètres, elle prend 15 secondes et puis bye à la revoyure, quoi. On la revoit plus. Et il y a cette victoire en jaune. C'est toujours difficile à réaliser de se dire on a attendu presque quand même 40 ans de voir ne serait-ce que un ou une Française gagner le tour, mais en plus avec une telle domination, une telle force, parce que l'image aussi que j'ai de l'étape du dimanche, c'est un gros coup de stress quand il y a toute son équipe qui fait littéralement un chrono pour la Mhm. ramener parce qu'elle est piégée. Mhm. Ça, j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. C'est pas là-dessus, quoi. Me Pas dis pas là-dessus. qu'on va revivre encore une déception. Et non, et en fait, elle a dégagé toute la semaine en plus une forme de sérénité, toujours placée. On sent qu'elle a une science de la course. Après, on va pas rappeler le palmarès absolument gargantuesque de Non, Pauline on n'a pas Ferrand-Prévot, assez de temps pour l'émission, pour rappeler tous mais ces titres. elle a une science de la course, c'est juste impressionnant. Et c'est C'est d'autant plus exceptionnel. bluffant qu'elle a pas couru depuis 2018 sur route. Ouais, Et moi, ça m'avait. Mais en fait, j'ai trouvé dès le début de la saison, c'était genre Paris-Roubaix, c'est le meilleur exemple, quoi. Parce que là, à la limite, on peut dire, bon, bah là, pour le coup, sur le tour, elle était plus forte, elle a gagné, c'est les jambes qui ont parlé. Ou, euh, ou sur Paris-Roubaix, c'était bluffant, quoi. Elle attaque, c'est le moment, au moment parfait, quoi. Elle sent vraiment la course. Et je te rejoins totalement sur tes propos, et moi, je trouve que ce qui fait sa force, je trouve, c'est sa capacité de concentration extrême. Mentalement, c'est une monstre. Pauline Ferrand-Prévot, à la fois dans le job qu'elle fait au quotidien, et sa vie et son approche du sport professionnel, euh, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui mettent en place à ce point-là tout ce que elle fait et elle s'impose. Et en fait, tu vois qu'elle est concentrée. Dans son regard, dans son faciès, ça se voyait vraiment sur le col de la Madeleine. Il y a juste quand elle lève les bras de 3 mètres avant la ligne où là, elle se relâche. Mais sinon, elle est concentrée, focus. Et ça, je trouve ça absolument incroyable chez elle. et ouais, puis honnêtement, on pouvait avoir des doutes parce que tu parles de l'UAE Tour. Sur l'UAE Tour, on sait que c'est une course de préparation, mais c'est pas hyper rassurant. Elle fait une campagne de classique qui est impressionnante. Elle gagne Paris-Roubaix, elle est tout proche de gagner les Strade Bianche. Sur le Tour des Flandres, elle est juste battue par Kopecky. Et il y a cette Vuelta qui l'a fait monter en puissance, mais qui est quand même relativement inquiétante. Mm. Elle est pas au niveau sur la Vuelta, donc en fait, elle Et arrive puis on la voit avec. pas en montagne, du coup. On n'est pas sûr en Ouais, fait. On sait c'est pas du ça. tout. On peut Autant pas. elle a retrouvé son niveau de Classic Woman qu'elle avait avant. Ça, c'était pas un problème, hein. Elle l'avait il y a 10 ans, mais on avait des grosses incertitudes en montagne. Et c'est la performance qu'elle a déroulée dans, la, dans le col de la Madeleine.
crois que j'avais vu ça qu'avec Annemiek van Vleuten dans ses grandes Mm. années, Ouais, tout ouais, simplement. oui, c'est une victoire à la Van Vleuten, c'est clair, c'est clair. Euh, et puis c'est aussi cette capacité qu'elle a à se mettre des objectifs et à tout mettre en place pour y Ouais. arriver et à être performant sur ces objectifs-là. Bon, c'est clair qu'elle n'avait pas fait la même préparation pour la Vuelta il y a 3 mois, mais, euh, mais elle arrive comme ça. Je pense que c'est aussi sa force et mentalement, une fois de plus, de dire bah ok, je mets tout en place pour gagner tel truc, pour faire telle chose. Et là-dessus, alors je dis pas que les autres elles mettent pas tout en place pour y arriver, mais elle le fait avec une telle force et puis elle est tellement talentueuse que bah ça donne ce qu'on a vu ces derniers jours. Et on n'atteint pas ce niveau-là par hasard aussi. Et je pense que aussi, alors Pauline Ferrand-Prévot, avant ça, elle faisait déjà partie du cercle, on en avait parlé en off, des plus grandes athlètes internationales de toute l'histoire. Là, on parle de... Je pense que tout catégorie de cyclisme confondu, je pense que homme-femme, c'est la seule à avoir fini le jeu comme ça, quoi. Ouais, Parce que ouais, elle a fini le jeu, elle a c'est fini clair. le VTT, elle a fini le cyclocross, elle a gagné la... Bon, moi, c'est mon avis, mais elle a gagné la plus grande classique du calendrier Paris-Roubaix dans sa carrière. Elle a gagné le Tour de France. Et elle le disait elle-même hier en interview. En fait, on rappelle qu'à l'origine, elle a signé un contrat de 3 ans. Donc, nous, on était tous. Alors, déjà, on était plus ou moins pantois. Il y avait quand même pas mal de. Et on se disait, OK, il va falloir bien 2 3 ans pour qu'elle arrive à Hmm. cet Ouais, objectif-là. ouais. Mais on parle de quelqu'un qui a 16 ou 17 titres mondiaux olympiques confondus, qui connaît ses efforts et son corps absolument par cœur. Et ça se voit en fait dans la Madeleine, la manière dont, quand elle revient sur Giganté, tu dis elle tamponne, mais elle tamponne absolument parfaitement. Elle laisse complètement les autres faire le travail. Elle prend pas de vent parce qu'elle sait qu'avec gabarit dans la Madeleine, il faut pas trop non plus qu'elle s'expose. Hmm. Et puis tout simplement après, elle y va au train. Et Elle a surtout refait la qu'elle est tactique derrière. Vollering 2023 en fait, mais encore plus perfectionnée. Surtout qu'elle est derrière dans le groupe, hein. Quand ça attaque, elle était Ouais. bien placée au pied. Et puis on voit, j'ai l'impression qu'elle marquait Vollering quand même. Euh, Même si on se doutait aussi un peu que Gigante, vu le retard qu'elle avait au général, il fallait qu'elle anticipe. Et à mon avis, sa stratégie, c'était aussi de dire, bah de toute façon, Vollering, si ça attaque, c'est à elle de porter la responsabilité de suivre et de mener la chasse s'il y a chasse. Et puis moi, je verrai si je me sens bien, mais déjà, il faut la suivre. Donc, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'elle était un peu plus loin. Et je pense que quand elle a vu que Vollering, elle n'était pas capable de boucher le trou et que devant, ça s'envolait, bah, elle a décidé d'accélérer. Ouais, c'est clair, mais il y a quelque chose aussi qu'il faut souligner, et j'ai l'impression que maintenant il faut limite féliciter les coureurs sur ça. C'est que tout au long de la semaine, on sent que le roadbook, il était connu par cœur, par Ferrand-Prévot, et que à chaque fois, sur chaque étape, ses coéquipières, elles étaient placées absolument parfaitement. L'apport de Marion Bunel, qui pourtant a été diminué en début de semaine, pour aider Ferrand-Prévot dans la Madeleine, Ouais, c'est ça fait du bien, hein. c'est juste du génie. Ouais, Mm. elle reprend. Je pense qu'on pouvait. Si on donne un comparatif, en plus, ça va être parfait avec la Visma. Il y a ce qu'a fait Jorgensen avec Vingegaard dans la Madeleine, où ça a été mal fait, c'était un peu cata. Et il y a ce que Bunel a fait avec Mm. Ferrand-Prévot. Et on sent que Ferrand-Prévot, enfin, c'est absolument parfait. La science tactique de course, ça a été absolument impressionnant toute la semaine. Il n'y avait pas besoin forcément de s'exposer et de se faire sauter le caisson dans les étapes accidentées et de moyenne montagne dans la première partie d'épreuve. Elle a juste attendu le week-end parce que il y a aussi, quand on est une championne comme elle, je pense qu'il y a un niveau de confiance en soi qui est extrême. Et je pense qu'elle a jamais douté d'elle aussi, et ce qui lui a permis de réaliser cette performance absolument galactique. Ouais, effectivement, effectivement. Euh,
Bah, si ça te va, on va pouvoir parler d'autres filles, parce que bon, après, on pourrait parler des heures et des heures de Ferrand-Prévot, mais je pense que de toute façon, dans les futures petites reines, on aura largement l'occasion d'y revenir. Moi, il y a un nom que j'avais envie de mettre en avant. C'est une fille qui arrive toujours sur le Tour de France à nous surprendre un petit peu, à être là. Je parle de la tenante du titre, Katarzyna Niewiadoma, enfin l'ancienne tenante du titre, parce que maintenant c'est plus elle, elle l'a remporté le Tour en 2024. Et moi, ce qui m'a bien plu chez elle, c'est qu'en fait, son début de saison était quand même pas dingue du tout. Alors ça avait déjà été le cas l'année dernière en 2024 et là, ça l'avait pas empêché de remporter le Tour. Mais là, je l'ai trouvé vraiment, on va dire, à son niveau. Elle a réussi à combler aussi la différence qu'il y avait par rapport à Völlering sur le Tour de Suisse, par exemple, où a retrouvé un très bon niveau en montagne. Une très bonne constance aussi hein, il n'a pas bougé des 5 premières du général et dès les premiers jours, les étapes pour les puncheuses, elle était présente aussi. Elle s'est pas fait surprendre, elle a très très bien couru et du coup c'est cool de l'avoir terminé sur le podium. Elle a aussi, ça on y reviendra tout à l'heure, mais su attaquer Gigante notamment dans les descentes, en faisant les descentes à bloc, parce qu'on sait que chez elle c'est une très belle qualité et bah mine de rien en 4 éditions du Tour de France, bah ça fait 4 podiums. Alors une troisième place. Je pense qu'elle pouvait aussi difficilement espérer mieux cette année. Bon, là, clairement, la première place était intouchable, mais on a vu quand même Völlering un petit peu plus forte en montagne quand il fallait accélérer. Alors, ça se joue pas à grand-chose sur cette deuxième et troisième place. Je crois qu'il y a 30 secondes. Mais ouais, j'avais envie de parler de Niewiadoma parce que à chaque fois, on se dit, ouah, cette saison-là, c'est pas dingue. Cette année, c'était encore moins bon que l'année dernière. Et puis, elle arrive à retrouver un très très bon niveau pour le Tour de France et à répondre présente. Et ça, c'est chouette. Toi, je sais pas comment tu analyses son Tour de France. Si pour toi, c'est vraiment inattendu au vu de son début de saison ou si finalement elle est à sa place. Euh, bon, difficile d'être objectif, vu que c'est ma coureuse préférée. Ah, je croyais Mais que c'était Pauline Ferrand-Prévot. Ah non, c'est ta française préférée. ma française Ah, préférée, autant pour mais moi. Cassia Nevadoma, ouais. Autant l'année dernière, ça m'avait surpris sa victoire au Tour, mais elle avait quand même un gros gros printemps. Elle avait enfin regagné sur la flèche après 5 ans de disette. Là, franchement, cette année, ouais, je trouve qu'elle a plus que comblé même le trou qu'il y avait avec Vollering. Elle finit troisième, mais c'est elle qui est offensive tout le temps. Dans la Madeleine, elle est même un petit peu trop offensive. Elle finit d'ailleurs un peu par imploser dans la fin. Et c'est pour ça qu'elle perd du temps, parce que longtemps, en fait, Et elle est devant, ouais. elle, Mm. elle est Ouais. devant Mm. et elle est vraiment solide. Après, je pense que elle était un peu toute seule dans la pampa aussi, donc ça a pas aidé. Et sur l'étape de Châtel, c'est elle qui fait. C'est elle qui fait. Alors, il y a Juliette Labousse qui roule beaucoup, mais c'est vraiment elle qui fait les descentes. Dans Châtel, c'est elle qui essaye d'attaquer à fond. Au final, elle se fait contre-attaquer par. Elle perd une petite seconde à nouveau, mais ouais, j'ai l'impression que en tout cas sur le tour, elle avait choisi cet objectif-là à nouveau et pour moi, elle a pas passé un cap, mais elle est au même niveau que le niveau qui lui avait permis de remporter le tour l'année dernière. Donc ça me surprend pas tellement. Après, voilà, elle arrive à un âge, elle va avoir 31 ans où c'est un âge où il faut commencer à choisir ses objectifs et on peut pas être fort toute l'année. Et ce que je tiens à souligner, c'est que contrairement à l'année dernière, elle n'a pas été aidée par son équipe. Mm. Là, autant l'année dernière, la Canyon SRAM avait été très très solide à ses côtés. Là, cette année, c'était très très C'était compliqué. compliqué, ouais. On a vu très rapidement un petit peu Uttrup Ludwig la remontée, parce qu'il faut pas oublier, hier à Châtel,
quand Cédric Carmael tombe, elle aussi, elle Ouais, tombe. ouais. Et elle se fait remonter tout de suite, Ah, mais derrière, elle est toute elle aurait seule. pu tout perdre Elle est là-dessus, hein. toute seule. Mm. Elle est toute seule pendant près de 65 kilomètres, donc c'était un peu compliqué, quoi, parce qu'on parle de la Canyon SRAM, hein, donc une des trois quatre meilleures équipes mondiales. Donc c'est pour ça là où je dis où elle a affiché quand même un très 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 haut niveau. Après, je pense là où elle s'est un peu cramée, elle, contrairement par exemple à Ferrand-Prévot, c'est qu'elle a joué quasiment toutes les étapes à fond par contre. Mm. Dès la première étape à Plumelec, elle essaye de un peu tout dynamiter, de suivre, attaquer. Donc peut-être ça a un peu coûté sur la fin. Bah, c'est un peu son défaut aussi, c'est que souvent elle en fait trop. Après, je pense elle va pas se refaire non plus, mais que c'est une fille qui a aussi peu gagné finalement, très peu gagné même ces dernières années au vu de son talent, et je pense qu'à chaque fois elle va. Alors c'est peut-être aussi pour ça que finalement elle n'y arrive pas, mais à chaque fois elle va essayer parce qu'il y a peut-être moyen ici, il y a peut-être moyen là, et finalement elle se perd peut-être un petit peu. Moi, c'est vrai qu'elle en fait souvent beaucoup. Bon après hier, enfin sur la dernière étape vers Châtel, quand Gigante est lâchée, c'est aussi à elle de rouler parce que bah, c'est elle qui est en passe de monter sur la troisième marche du podium. Donc c'est assez logique qu'elle en fasse beaucoup. Et bon, je sais pas, après, vu l'arrivée, c'était aussi possible de se dire bah, qu'elle allait peut-être pas forcément être la plus forte et tout mettre pour la troisième place. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il faut plus jamais l'écarter de la course au podium pour le Tour de France, ça c'est clair. Et en tout cas, ça faisait plaisir de Podium la en 4 voir. ans, hein. Comment? C'est simple, il y en a 4 podiums en 4 ans, Ah ouais, il y a qu'elle et Vollering, hein, ouais, qu'elles sont à qui chaque ont fait fois ça. ouais, et puis à chaque fois Donc ça c'est place une le autre niveau fille. quand même. Mm. Ouais, exactement, exactement. Elle n'a jamais eu le bonus que voilà, Pauline Ferrand-Prévot, il faut le dire quand même, elle est aussi à la Visma. C'est une des meilleures équipes mondiales, hein. Quand en équipière de choix, tu as la plus grande espoir mondiale en montagne, Maren Bunel, et tu as probablement peut-être la plus grande championne de tous les temps en termes de palmarès sur route, Marianne Vos, ça aide. Elle a jamais eu le bonus SD Works aussi, donc on va dire oui, a toujours eu un petit malus aussi. Ouais, Elle a c'est ça. souvent été toute seule. C'est peut-être aussi ce qui lui manque à chaque fois, des fois, pour aller remporter quelques petits succès. Et bah, la fille dont tu voulais parler par la suite, bah, elle justement, elle a manqué le podium le dernier jour, mais elle a bluffé, enfin bluffé, je sais pas parce qu'on l'attendait quand même, mais elle a été très forte sur les pentes de la Madeleine. Ouais, la petite grimpeuse de poche, Sarah Gigante, qu'on attendait en vrai hein, depuis quelques années. Était révélée à la Movistar, on la voyait vraiment faire quelque chose. Après, elle a eu des années un petit peu quand même plus compliquées. Et puis là, cette année, clairement, elle a passé un cap. Elle sortait d'un podium au Giro avec deux victoires d'étape absolument impressionnantes où clairement c'était elle la meilleure grimpeuse de ce tour-là. Mais bon, elle a un défaut malheureusement, Sarah Gigante, c'est en descente, je sais même pas si le mot catastrophique c'est assez gentil pour qualifier ça. Mais c'est dommage parce que dans l'étape qui arrive au sommet à Saint-François-Longchamp, elle est absolument impressionnante, hein. C'est elle qui fait le tempo, qui attaque, qui est offensive. Elle en fait peut-être un petit peu trop, mais malgré tout, elle tamponne quand même assez bien derrière pour finir deuxième derrière Ferrand-Prévot. Après, le problème, c'est que voilà, c'est une fille qui arrivait assez tard sur la route et ça s'est vu dans toutes les étapes où il y avait des parcours Hmm. techniques. Elle a perdu du temps et ça a été malheureusement c'était dramatique hier. Elle est dans la descente dès que Jouplane a été passé, il y avait un lacet, elle prenait 15 secondes quoi. Donc et malheureusement bah, toute seule dans la pampa après en plus la descente du pied presque 4 minutes je crois. Mais malgré tout ça entache pas tellement mon ressenti ou mon aperçu moral de sa performance. Je pense que
voilà, le parcours lui convenait pas tellement, mais elle a passé un réel cap. Elle a que 24 ans, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Voilà, à titre d'exemple, quand elle prend des descentes, elle met pas les mains en bas. Elle l'a C'est fait compliqué. sur la dernière Elle l'a étape fait quand sous même. conseil. Mais c'est compliqué quand même quand Mais on fait des descentes dans les Alpes, qu'on n'a bah pas les mains ouais, en bas. mais moi je trouve ça, en fait je trouve ça hyper surprenant que ça soit après, enfin comme s'il découvrait que du coup les descentes c'était pas son truc et que c'est en cours de Tour de France que qu'ils se disent ah bah tiens faut peut-être changer, enfin ouais je très surpris de ça. Ouais, c'est. Je pense que c'est le lot des coureurs, coureuses qui ne viennent pas forcément de l'école du vélo, je pense, ou qui n'ont pas forcément axé leur préparation sur ça. Mais voilà, la comp- enfin, c'est simple, hein, le Giro, il y a pas vraiment d'étape en fait où elle perd du temps parce que pas de parcours vraiment accidenté. Encore que la seule étape, vraiment, c'était la sixième, elle perd du temps. Et voilà, sur ce Tour de France-là, elle perd du temps, je crois. Sur la première semaine, elle perd du temps à peu près chaque étape, hein. Mm. Ouais ouais. Jusqu'au col de la Madeleine, où en fait, elle est obligée d'être offensive, mais elle est hyper forte. Elle est vraiment très très forte. En ascension pure, je pense qu'en fait, il lui faudrait un parcours type avec que des étapes, comme on a eu sur le Tour Homme, Montpellier, Mont Ventoux. Il faudrait que ça. Et là, je pense qu'elle gagne. Là, je pense qu'il y a un moment où elle Ah gagne, oui où bah oui. elle fait des gros résultats. Mais voilà, il y a du gros travail à faire. Et moi, j'ai cette image de Justine, Justine Kékereux qui lui Comme hurle elle dessus, l'engueule. mais qui Ouais. lui hurle dessus, qui lui dit mais mets les mains en bas, mets les mains en bas, mon Dieu. Enfin, en plus, il y a plein de choses qui allaient pas. Elle avait pas les mains en bas et enfin, je sais pas comment elle prenait les tirages à la corde, mais ses jambes, elles étaient à moitié en travers. Je pense qu'il y a un gros travail à faire, des stages en Mais on altitude. a l'impression presque qu'elle découvrait ou que personne lui avait jamais vraiment expliqué. Euh, ou Ouais, parce que alors quand qu'elle. elle mettait les mains en bas, on dirait qu'elle avait peur. Enfin, pas qu'elle avait peur, Mais mais on dirait je qu'elle pense savait que de pas toute comment façon, elle faire. doit Donc, avoir peur parce que si t'as pas peur, t'essaies de suivre les filles devant et puis tu prends des risques et puis bah des fois tu tombes. Mais je pense que de toute façon, elle a peur. À mon avis, il y a aussi un blocage psychologique parce que elle fait pas non plus du vélo depuis 6 mois, tu vois. ouais, et Donc puis elle vient du gravel aussi. et Donc vu il comme elle faut est une certaine performante en technicité. plus, et vu comme elle est performante en montée, bah forcément elle a déjà dû faire des descentes, quoi, parce qu'elle a déjà fait des montées. Donc Ouais. je pense que finalement, enfin ça c'est que mon avis, mais ce sera pas forcément si simple de du coup se transformer en une descendeuse correcte. À mon avis, il y a quand même un gros blocage à faire sauter déjà. Parce que ouais des fois enfin moi des fois j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui pas qui débutait le vélo mais qui était pas à l'aise sur sa machine et puis alors que bah, la fille elle est professionnelle et puis ça fait je crois depuis 2020 qu'elle court au plus haut niveau donc ouais à un moment ça va pas venir tout seul, c'est sûr. Après, voilà, va falloir faire sauter deux trois petits blocages et puis bouffer de la descente et bouffer de la descente. Ah bah, c'est clair parce que et puis elle va pas pouvoir tout le temps parce que par exemple là dans l'étape de Châtel elle perd du temps aussi parce qu'il n'y a pas Guékireux ou Kim Le Ah bah Gourt ouais. pour la sauver parce que le parcours ne s'y prêtait pas. Après là où j'ai pas non plus énormément de regrets c'est que si on visualise bien et si on se rappelle bien tout au sommet du col de Jouplan les filles de devant attaquent en particulier Vollering et elle prend déjà un petit éclat. Dans la dernière partie de l'ascension, elle prend un éclat. Donc je pense qu'elle n'était pas aussi forte Hmm, que peut-être sur le ouais. col de la. Alors aussi, faut visualiser, hein, le Giro, c'est fini le 13 juillet. Le Tour commençait le 26. Faut l'encaisser, sachant qu'elle a fait un gros Tour de Suisse. Donc, euh, donc voilà, après, il y a du travail à faire. Parce que elle a vraiment montré des aptitudes en montagne. Elle a enfin confirmé plutôt les aptitudes en montagne qu'on lui prêtait. Et bah, à l'image d'une autre coureuse dont tu peux nous parler, elle a bien représenté son équipe, en tout cas sur ce tour.
Oui, exact. Ça permet d'enchaîner avec une fille qui a longtemps porté le maillot jaune et puis qui a clairement ébloui le Tour de France. Kim Lecourt, Kim Lecourt qui a été à la fois la première africaine à porter le maillot jaune et à remporter une étape dans la même semaine. Ouais, moi, je l'ai trouvé vraiment hyper impressionnante. On l'avait déjà vu, hein, sur Liège-Bastogne-Liège qu'elle remporte cette année. Elle fait vraiment elle a fait une magnifique campagne de classique. Et puis elle, contrairement à beaucoup d'autres filles, on l'a pas trop vue depuis Liège-Bastogne-Liège, et elle s'était mise en mode préparation Tour de France. Et on voit le cap qu'elle a franchi sur cette année 2025, hein, parce que elle était là l'année dernière, en 2024, et mis à part l'étape de Liège où elle avait terminé quatrième, euh, elle n'était pas au niveau qu'elle a eu cette année. Et clairement, en termes de puncheuse, elle est en train de prendre le lead par rapport aux toutes meilleures. Et dès que c'est trop dur pour Voss, elle est là. Alors, c'est pas une grimpeuse. On savait, et elle le savait aussi, qu'elle allait pas pouvoir conserver son maillot jaune sur les pentes de la Madeleine, surtout que les plans de son équipe étaient bien différents. Mais moi, j'ai vraiment adoré ce début de Tour de France. Elle court, je trouve aussi, de manière très très juste. Et ouais, elle remporte une étape. Elle fait en plus 3 top 3. Donc non, c'était vraiment une belle... c'est pas une surprise, mais une belle confirmation de son très très beau début de saison. Donc moi j'étais très content. Et puis ouais, ça rejoint avec la performance de Gigante aussi, la très belle semaine de l'équipe AG Insurance. Encore une fille qui vient du VTT Oui. pour Kim Lecourt, même si elle est très loin du succès que Pauline a pu avoir. Mais oui, il y a une course. On l'avait vu en fait. J'avais remarqué ça sur Milan-San Remo cette année, où je sais pas comment, dans le podio, elle semblait pas vraiment dingue, et au final elle avait quand même fini cinquième. Et puis il y a cette victoire à Liège où absolument impressionnante, clairement. Et en fait, ouais, elle a fait que confirmer sur ce Tour de France-là, où elle le commence vraiment très très bien, et je trouve que c'est une juste récompense, sa victoire à Guéret, où vraiment elle fait parler sa pure pointe de vitesse, parce qu'elle a vraiment une pointe de Mm. vitesse qui est vraiment, elle est très très rapide, hein. Je... Ah bah il y avait pas photo C'est avec en fait impressionnant, hein. avec Ah, c'est impressionnant comment elle accélère. ouais, Fou, avec complètement les autres fou. filles qui ont son profil de puncheuse au sprint, il y a clairement pas photo. Ah oui, non, mais et puis en plus, il y a... Ce que j'aime aussi, c'est quand des coureurs-coureuses portent le maillot jaune sur le tour et le défendent vraiment comme si c'était le dernier jour de leur vie. Elle l'a vraiment fait jusque Chambéry, clairement, où plus ou moins tout lui allait, mais en même temps, elle avait un peu ce rôle d'ange gardien avec Shingeki de Sarah Gigante quand même, donc elle devait faire gaffe. Et d'ailleurs, elle l'a bien aidé, hein, dans de la Madeleine. Elle a livré vraiment une semaine impressionnante, où elle fait que confirmer déjà ce qu'on avait entre l'année dernière, où elle avait remporté avec brio une étape sur le Tour d'Italie. Je pense qu'on a affaire à l'éclosion de... Elle est dans ses meilleures années, hein. On a l'éclosion vraiment, je pense, d'une puncheuse de classe mondiale, qui peut faire très très mal dans les années à venir. Et sur des étapes comme ça, elle s'est régalée. Et elle a vraiment incarné cet esprit collectif en général de la Insurance, parce que la manière dont elle aurait pu tout lâcher après, elle a eu sa semaine en jaune, elle a eu sa victoire d'étape, mais la manière dont elle se bat dans l'étape de la Madeleine pour ramener avec Guéquiré giganté à chaque fois qu'elle Mm. était lâchée, c'était impressionnant. Et c'est seulement sa deuxième saison professionnelle sur route, hein. Et quand on voit le cap qu'elle a franchi entre 2024 et 2025, clairement, c'est pas sûr qu'elle soit encore assez limite, même si plus tu progresses, plus ta marge de progression est faible. Mais ouais, en tout cas, moi je pense qu'on va la revoir
La revoir très souvent faire ce genre de sur les courses par étapes, faire ce genre de course et aller choper un maillot de leaduse. Et puis clairement elle risque d'être vu sa pointe de vitesse, elle risque, je pense, d'être très vite injouable sur les classiques. Donc ça, on aura le temps d'en reparler. Ce sera pour l'année prochaine. Mais ouais, une très très belle championne. Euh, Il oui, tu voulais y a rajouter un quelque petit chose à truc? faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans les espèces d'ascensions de montagne, moyenne montagne en vrai, pour Kim LeCourt, avec le temps. Que moi, elle m'avait impressionné sur le Tour. Je pense qu'à terme, viser une Vuelta, ça peut être quelque chose aussi pour elle. Après, c'est de la projection à long terme. Ouais, ça va à voir parce qu'aussi on sait des fois que tu travailles un truc, tu perds d'autres qualités. Donc si elle perd ses qualités de sprinteuse C'est et puis clair. que finalement elle est moins performante en classique, après c'est des choix de carrière. Bon, tu voulais aussi nous parler d'une autre française qui nous a ébloui cette semaine, qui a fait deux raids absolument monumentaux. Elle avait des jambes de feu jeudi et vendredi. C'est bien sûr Maëva Skivan. Encore une Bretonne. La Bretagne est sur le toit du monde, j'ai envie de dire. Euh, Maëva Skiban, on l'avait vu venir euh, déjà à partir de l'année dernière. Chez Arkea, il y avait quand même des choses où on pouvait vraiment voir qu'il y avait des choses chez cette fille. Je me souviens son étape avec Guéquireux au Grand Bornand, elle est impressionnante. Et elle n'arrivait pas en plus cette année dans un cocon chez UAE parce que elle casse son contrat avec Arkea. C'est vraiment, en fait, elle nous a fait un peu une Van Gils. Elle a pas un début de saison qui est exceptionnel. Et puis là, elle nous a sorti. J'ai pas envie de la comparer à Marc Padoun, mais Ah non, une, parce une qu'on double, espère que ça va durer un peu une plus longtemps, double. quoi. Non, non, mais je pense que ça va durer plus longtemps. Mais autant sa première victoire dans les rues d'Ambert, trop forte. Vraiment, c'est de loin, elle est impressionnante. Mais la deuxième étape, l'intelligence qu'il faut avoir en échappée pour faire exploser tout le monde et faire une descente de qualité comme ça, alors qu'il y a Carbol à la poursuite derrière qui revient de nulle part, c'est juste. Moi, j'étais scotché devant ma télé et puis je- on avait. Nous, chaque année, on attend au moins une victoire française sur le tour. Mais là, on en a eu une, puis on en a eu une deuxième consécutive. Je voulais parler de Maïva Skiban parce qu'en fait, car elle a été le visage de cette nouvelle génération française qui arrive et qui, dans son ensemble, a été complètement dingue là sur ce Tour de France. Mais je- deux victoires d'affilée sur des étapes de moyenne montagne, quand on a un plateau aussi relevé que ça sur ce Tour de France. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Vraiment, la victoire à Chambéry, ça a été Hmm. la plus impressionnante des deux pour moi, parce que quand tu as un groupe de 20 qui est emmené par Carbol à ta derrière, il faut avoir l'oreillette bien branchée quand même. Et surtout qu'en plus, sur l'étape de Chambéry, à un moment, l'échappée se regarde complet. Et on se dit, mais en fait, elles vont se faire rattraper. Et là, c'est pareil, quand t'es costaud, faut avoir aussi la force de se dire, bah non, je vais pas trop en faire non plus, c'est pas le moment, il faut attendre. Et jusqu'à quel point attendre? Parce que si t'as plus qu'une minute dans la dernière bosse, tu sais que ça risque d'être mort. Et là aussi, elle a très bien couru et tu vois pareil, c'est une fille qui sent la course. Hein, son attaque en direction d'Ambert, là, quand elle part du groupe de favorites, hein, euh, c'est des bons moments en fait pour attaquer quand t'es pas surveillé au général. Ouais, et Maëva Stivan, après, c'est quand même une coureuse qui a des qualités pour jouer un classement général à terme, mais c'est sûr que sur un tour comme ça, jouer la chasseuse d'étape et à seulement 23 ans, en claquer deux sur un même Tour de France quand le plateau est aussi dense, c'est. Oui, effectivement, oui, t'en parles. Son attaque vers Amberbe. Mm. En fait, il faut juste applaudir parce que il y a personne qui la suit. Et puis, enfin, la team UAE, en plus, à ce moment-là, elle est complètement ravagée.
Ah bah, Euh, il y a déjà eu 3 abandons, il y dont a, Léon tu mises tout Borghini. sur Longo Borghini, Ouais. qui encore une fois est maudite sur le tour. Il y a quand même pas mal de coureuses qui. Enfin, cette team, vraiment, je pense que. Voilà, il y avait ce côté Maëva Skiban chez UAE et dans l'ensemble des Françaises, mais ouais, il y a une autre coureuse, je crois que tu voulais en parler, qui a été plutôt Exactement. intéressante. Exactement, qui a été bluffante, c'est sa coéquipière donc chez UAE, la polonaise Dominika Wlodarczyk, euh, qui termine quand même quatrième du classement général. Je pense que si on lui avait dit ça au départ, elle y aurait jamais cru clairement. Euh, Elle a été vraiment impressionnante en montagne et ça. En fait, tu sens elle était là, elle faisait pas d'étincelles, mais par contre, elle s'accrochait, elle s'accrochait, elle s'accrochait et elle y allait. Et elle lâchait rien. Elle était quand même assez loin hein, au général là, sur les premières étapes. Puis bah, au fur et à mesure, à force d'être placée, d'être là, d'être dans le coup, elle grignote des places, elle grignote des places. Et puis bah, au soir de la Madeleine, elle rentre dans le top 10, même assez largement au vu de l'ascension qu'elle a pu réaliser. Et puis en fait, le dernier jour où il y a des filles qui ont craqué, on a parlé de Gigante, on reparlera d'une autre fille aussi tout à l'heure qui a craqué dans la dernière étape. Et bah elle était là, elle s'est accrochée, elle était avec les favorites. Et finalement, bah, quand tu vois la physionomie de la dernière étape, c'est assez logique qu'elle soit, j'allais dire qu'elle monte sur la quatrième marche du podium. Bah non, il n'y a pas quatre marches sur le podium, il y en a que trois. Mais en tout cas, c'est clairement une très très belle quatrième place. Pareil, elle est jeune, hein, elle a 24 ans et là, elle se révèle vraiment. Alors, on sait qu'elle avait déjà un petit peu d'aisance avec la montagne, mais ça s'était jamais vraiment vu à ce point-là. Voilà, l'année dernière sur le Giro, elle termine à une anecdotique, enfin, elle était top 30. Euh, donc là, c'est vraiment une belle confirmation et comme quoi aussi le fait que quand t'as ta leaduse qui abandonne pour X ou Y raison, et ben ça peut révéler et ça peut faire un très très beau tour. Et ça se trouve, si Longo Borghini avait pu être en meilleure forme, bah, peut-être qu'elle aurait lâché un petit peu avant dans le col de la Madeleine. Le Dartix l'aurait attendu. Peut-être que Maëva Skiban, elle n'aurait pas eu ces bonnes sorties-là. Et le tour de l'équipe UAE, Team ADQ, aurait été bien moins réussi qu'il l'est là. Je pense qu'avec deux victoires d'étape et une quatrième place au général, clairement, c'est du beau boulot et presque inespéré au départ. Et c'est même pas sûr que Longo Borghini, moi je pense pas que même en forme, vu les plumes qu'elle a laissées sur le Giro, elle aurait pu faire beaucoup mieux, notamment dans la Madeleine. Non, je ne pense pas, parce que le Giro était vraiment éprouvant pour Longo Borghini, hein. La lutte face à Reusser, elle était complètement dingue. Mais non, c'est sûr, je suis content pour Dominika Vlodarczyk parce que chez les espoirs, c'était une des plus grosses coureuses du peloton espoir. Elle était vraiment très très solide, beaucoup d'accessites. Elle avait remporté le Challenge Watersley, qui est une grosse course dans le calendrier sport féminin. Et là, elle a enfin eu de la place. Elle l'avait eu au Down Under en tout début de saison. Et en fait, elle avait plus un espèce de profil de puncheuse grimpeuse depuis les espoirs. Et là, elle a passé un cap. C'est juste impressionnant. Après, je pense qu'elle arrivait aussi avec un petit lot de conscience, un petit lot de confiance. Parce que même si c'est une course de plus petite catégorie, bah, elle venait de gagner la Picto Charentaise juste avant le tour. Donc je pense que ça a aidé. Mais la résilience qu'elle a eue sur l'étape de Châtel, c'est Hmm. impressionnant parce Hmm. que dans la descente, elle est quand même plusieurs fois Limite, hein. lâchée avec Juliette Labousse. Et en fait, à chaque fois, elle revient, tout le temps, elle revient. Et au final, elle perd quoi? Elle perd seulement 10 secondes sur Vollering et Nievadoma. Elle a vraiment été impressionnante. Alors, après, voilà, ça reste une très jeune coureuse. Je pense qu'elle a saisi sa chance à merveille. Ça peut être vraiment pas mal parce que bah, la team UAE, il y a quand même un gros embouteillage chez les grimpeuses pour le classement général, hein.
Donc je pense que c'est parfait pour elle la performance qu'elle vient de lâcher. Après, voilà, je pense que c'est la belle histoire du Tour, comme il y en Mm. a de temps en temps, où il y a le ou la, le leader désigné qui abandonne et c'est l'équipier qui sort une performance incroyable, hein. On l'a eu pas mal de fois. Moi, ça me ravit les belles histoires comme ça. Et elle a vraiment été impressionnante. L'attitude qu'elle a montrée tout du long dans l'étape de Châtel, après, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui auraient pété une fois en descente, qui auraient dit, ouah, ça va être chaud, tant pis. Non, à chaque fois, elle remettait du gros braquet et puis on y retourne. C'était vraiment impressionnant. Ouais, non, c'est clair, comme tu dis, c'est la belle histoire. Bah écoute, maintenant, on va passer aux filles qui ont eu une moins belle histoire quand même sur ce Tour de France. Bah, c'est les déceptions. Alors pareil, on a sélectionné 6 filles. Euh, alors toi, t'avais envie dis-moi, de qui t'avais envie de parler en premier en termes de déception sur ce Tour? Et bah, moi, je vais parler d'une fille que Movistar avait recrutée et qui avait amené cette même équipe à rompre le contrat de Sarah Giganté parce qu'ils ne croyaient pas en elle pour un classement général. Bien leur en a pris puisque Liane Lippert a fait un magnifique Tour de France conclu à la 59e place. Euh, Liane Lippert, c'est une course que j'aime beaucoup, hein, qui depuis 2-3 ans maintenant veut se spécialiser et c'est pour ça qu'elle a rejoint la Movistar, elle a quitté la DSM pour devenir une coureuse de classement général. Je ne vois pas trop de progression dans cette coureuse, surtout que à l'époque elle faisait quand même partie des meilleures puncheuses mondiales, hein. Elle a quand même fini deuxième de la flèche en 2023. Et au final, oui, il y a deux accessites sur l'étape de Quimper et d'Angers, qui en plus est un pur sprint. Et en fait, il n'y a rien du tout pour Liane Lippert. Euh, Là où j'avais des attentes également, c'est parce que bah, elle sortait tout fraîchement d'une très jolie victoire sur le Giro, sur une étape accidentée. Donc je me disais, tiens, pourquoi pas? Peut-être elle va être en chasseuse d'étape ou alors elle va vraiment jouer le classement général parce que Movistar il y avait des incertitudes, hein. Marlène Reusser, elle avait mal fini ce Giro et finalement bah, elle a abandonné très rapidement parce que blessée. Je comprends pas trop la direction d'une coureuse qui est censée rentrer dans ses meilleures années et en fait c'est plus l'une des meilleures putscheuses du monde. Pour jouer un classement général, c'est pas possible, clairement. On l'a vu encore une fois sur ce Tour de France. J'ai un peu de mal à comprendre où va Liane Lippert. D'ailleurs, je pense que je dois être le troisième à citer son nom par rapport à ce Tour de France. C'est dire à quel point on l'a pas vu. Ouais, ouais, c'est clair qu'on l'a pas vu du tout. Moi, je suis comme toi, je comprends pas vraiment cette volonté de changer de profil comme ça. Alors, elle avait peut-être aussi besoin de nouveaux défis. Après, elle sort aussi d'un Giro où elle a remporté 2 étapes, pour le coup, plutôt typée puncheuse. Et c'est peut-être, je pense elle y a aussi laissé des plumes. Mais clairement, moi, je la vois pas du tout jouer un classement général. Donc, à voir, il est peut-être pas trop tard encore pour faire marche arrière et un peu plus se refocaliser sur les classiques, même si sa campagne est pas horrible, hein. Elle fait troisième du Tour des Flandres cette année, mais ouais, c'est effectivement décevant parce qu'on l'a pas vu du tout du Tour de France. Alors moi, en termes de déception, bah forcément, il y en a plusieurs. J'avais envie de parler d'Evita Music. Alors, Evita Music, elle fait pas un Tour de France catastrophique. Elle termine 10e du classement général en étant équipière de Vollering à la base, et ça s'est vu sur tout le tour. Euh, mais moi j'avais envie d'en parler déjà pour qu'on puisse parler du tour de la FDJ Suez, où il y a des bons trucs, et puis mine de rien, l'objectif principal c'était de remporter le Tour de France, et puis ils y sont pas arrivés. Euh, alors je sais pas si on peut dire que c'est un tour moyen, parce qu'il y a quand même des très belles performances. Bon, elles sont premières par équipe, Vollering elle fait quand même deuxième du tour,
et ça se joue pas cette année à 4 secondes, quoi. Là, t'as pas trop de regrets à avoir. Je pense qu'elles auraient pu courir dans n'importe quel sens. Ça, c'était un peu trop compliqué. Il y a le maillot à poids d'Élise Chabet, donc ça reste de très belles performances, mais il y a pas ce maillot jaune. Et je pense que ce qui a aussi manqué à la FDJ Suez, c'est de pouvoir compter sur plusieurs filles et de pouvoir en jouer. Et, et là, vu la saison 2024 des Vita Music, on aurait pu espérer beaucoup mieux, en tout cas qu'elle puisse élever encore son niveau, hein. On se souvient qu'elle termine très très fort le Tour de France l'année dernière, elle fait quatrième du général. Euh, et là, je pense que c'est pas parce qu'elle était coéquipière qu'elle a pas eu le même rendement. Cette année, elle est pas du tout au niveau qu'elle avait l'année dernière. Et en fait, moi, je suis déçu. Alors, on pouvait s'en douter un petit peu, hein, du niveau des Vita Music vu son début de saison, même si après, comme on l'a vu avec Nevia Doma, il y a des filles qui arrivent à préparer différemment le tour, même si bah, Vita Music elle est allée sur le Giro, donc c'était aussi compliqué d'enchaîner comme ça. Mais en ayant une autre fille à la FDJ Suez capable par exemple d'attaquer dans la Madeleine ou dans la dernière étape, d'être présente pour faire autre chose que juste rouler et distancer les autres et jouer un petit peu plus tactiquement, ça aurait été sympa et c'est peut-être là un axe de progression aussi pour l'équipe par rapport à l'année prochaine si elles veulent reconquérir le maillot jaune. Donc c'est pas on va dire que pour la FDJ Suez c'est pas un tour loupé, mais il manque quand même l'objectif principal qui n'a pas été atteint et je pense qu'il y a voilà, des choses encore à mettre en place dans cette équipe pour que ça aille dans un meilleur sens. Ouais, Vita Music, une déception, mais qui était attendue. Et bon, la FDJ, je pense c'est un tour qui est mitigé parce que bon, et Elise Chabert ramène quand même le maillot de la montagne en l'ayant porté du premier jour au dernier. Sans être une Euh, grimpeuse, mais ça c'est ouais, un autre problème. c'est un autre sujet. Vollering finit quand même deuxième du tour. Je pense de toute façon, elle pouvait pas faire Non, mieux, mais non. elle était deuxième, voilà. Moi, j'ai trouvé Amber Crack assez intéressante pour le coup, plutôt bien utilisée. Trop peu, je trouve, dans la vallée. Juliette Labou, c'était bien, mais sur la dernière étape. Et moi, là où ça a été criant, c'est bah, l'effectif. Enfin, la start list de la FDJ, c'était quand même une équipe de fous furieux. Et au final, par exemple, moi, il y a un truc qui m'a même énervé à plusieurs reprises, c'est que je pense que alors ça va que ça a été rattrapé sur la dernière étape, mais Sarah Giganté doit être éliminée de la au podium 3 jours avant la Madeleine. Tellement il y avait de descentes, de terrain accidenté. Giganté, elle était lâchée sur à peu Mm. près toutes les descentes. La FDJ ne roulait pas. Il y a juste Vollering qui allait engueuler Nivadoma. Et bon, pour en revenir à Evita Music, ouais, elle est décevante. Et c'est dommage parce qu'en 2024, elle sort une année de dingue, hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, 2024, vraiment, elle est trop, trop forte. Quatrième du tour. Elle a une victoire qui est impressionnante sur le Tour d'Espagne où elle se permet de sauter sur la ligne Vollering. Je sais pas où elle est passée cette Evita Music là, mais même en fait, son montagne, Mm. hier à Châtel, ouais, à Châtel, elle a servi à rien en gros, quoi. Ouais. Euh, avec tout mon respect. Et bon, dans l'étape de la Madeleine, bon, elle s'est fait bien surpasser très rapidement par Marion Bunel. Donc, Oui, alors ça. qu'elle était à l'avant, qu'elle avait Ouais, pu quand même, enfin, elle avait un temps d'avance, voilà. mais on C'est a quand vu, ouais, même que, décevant. Mm. Ouais, ouais. C'est décevant. Alors, oui, c'est sûr, hein. Elle nous fait sa classique Evita Music quand même chiffrer un top 10 du tour, hein. Elle finit dixième malgré son petit craquage hier, mais elle a pas été top en lieutenante et j'ai pas trop compris son apport. Alors oui, elle sortait d'un Giro, mais bon, sur le Giro, elle avait pas été exceptionnelle, hein, et pourtant le plateau était pas exceptionnel, hein, on va pas se le cacher.
Et en plus, c'était elle la leaduse désignée, hein, Mm, sur ce Giro-là. Donc, ouais, c'est un peu dans la lignée de cette année-là. Alors après, voilà, elle a que 26 ans, Evita Music, mais je pense qu'il y a aussi c'était un tour de rodage pour la FDJ Suez. C'est ouais, la ouais. première année de l'équipe en tant que super team mondial. Je pense il y a des automatismes encore à construire. Les automatismes ont bien fonctionné sur la Vuelta. Maintenant, le Tour de France, c'est autre chose, surtout quand il y a des performances atomiques comme ça de Pauline Ferrand-Prévot. Je pense que voilà, va falloir continuer à travailler et mieux comprendre ce que peut apporter Evita Music euh, ou autre. Mais va falloir aussi réfléchir du côté d'Evita Music à est-ce qu'elle a envie à chaque fois. Parce que en fait, depuis le début de sa carrière, Evita Music, hormis l'année dernière, ça n'a jamais été la leaduse, c'est toujours la numéro 2 quoi. Mm. Donc, va falloir réfléchir à ça aussi de ce côté-là. Effectivement, effectivement. Bah écoute, je te redonne la parole parce que c'est ton tour de présenter une ou plusieurs déceptions. Ouais, bah, alors, moi, je vais donner la médaille du tour raté, par contre, à l'équipe Phoenix de Koenig, qui nous a offert une performance très très loin de l'année dernière. Et pourtant, moi, j'en attendais beaucoup, hein. Je me rappelle, l'année dernière, on a une Paulina Roikers qui est à 10 secondes de remporter le tour, qui est absolument impressionnante, avec Vollering qui finit troisième. On a une Puck Pieterse qui écrase absolument tout, qui remporte une étape de dingue et qui en plus, bah là, si on resitue dans la temporalité, avait sorti une campagne de classique quand même, somme toute très très solide, hein. Elle avait remporté la flèche, donc j'en attendais quand même pas mal. Bon, Puck Peters, ça a été très difficile, que ce soit dans les terrains vallonnés. Alors, est-ce que la coupure a été trop importante? Mm. Faut se poser la question, parce qu'elle n'avait pas couru depuis Liège, avant de reprendre ce Tour de France-là. Je pense qu'il y a eu peut-être quelque chose de raté dans la préparation, mais en fait, elle a jamais pu exister, hein. Elle a jamais été vraiment dans la lutte pour une victoire d'étape, et contrairement à l'année dernière, elle a même pas joué un génie complètement, complètement largué. Et puis, si je parle de sa collègue Paulina Royekers, pourtant elle sortait à nouveau d'un bon Giro. Voilà, la classique Royekers qui monte au train. Et puis, bon, hier, elle prend une explosion complète, hein. C'est assez terrible ce qui lui arrive. Je l'ai senti pas du tout au niveau. Alors, est-ce que son meilleur niveau, c'était déjà l'année dernière et j'en attendais trop? Peut-être. Mais il y a eu quelque chose qui a été complètement raté du côté de la Phoenix de Koenig. Et c'est dommage parce que c'est une équipe qui, d'année en année, montait en puissance sur le tour. Enfin, c'était. Il y a... Dans les déceptions, j'aurais pu ajouter Ira Kastelein et Christina Schweinberger, hein, qui avaient montré des belles choses et qui, pareil, ont été complètement invisibles. Mais moi, pour moi, Paulina Royekers, ça devait jouer un top 5 sur ce Tour de France-là. Puck Peters, ça devait en gagner une, voire deux, au vu du parcours. Bah, par exemple, les deux que Maëva Skibon a gagné. Au final, il n'y a rien du tout. Vraiment, il n'y a rien à retenir de ce Tour de la Phoenix de Koenig. Pour Puck Peters, il n'y a rien à retenir. Et Royekers, bah, il y a une neuvième place hyper anecdotique. Mm. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai que c'est décevant pour les deux. Je pense que Roy Hacker, c'est un peu aussi. Bah ouais, on a senti qu'elle a. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est son attitude parce qu'elle a osé, elle a essayé, mais c'est sûr qu'elle n'était pas au niveau. Je la voyais pas prendre cher comme ça sur la dernière étape et pas pouvoir suivre Danjou-Plane. Donc là, c'est sûr que ça se ressent sur son classement général. Et puis, bah, Puck Peters. Elle avait voulu changer d'approche cette année, où je crois elle avait voulu tester un petit peu une prépa plus typée montagne pour essayer de jouer le général. Alors c'est pour ça que moi, quand j'ai vu que sur les deux premières étapes, elle n'était pas à l'avant comme elle l'était au printemps, je me suis dit, ah bah ok, c'est plutôt logique vu les qualités qu'elle a décidé de travailler. Mais en fait, bah, ça s'est juste pas du tout vu. On a vu hein, qu'elle était assez vite, qu'elle était pas dans le coup. Et ouais, c'est une déception. Et après, c'est son premier échec hein, sur la route ouais. depuis qu'elle en fait.
Donc je pense qu'elle va, voilà, elle va digérer tout ça tranquillement. Pas sûr qu'on la revoie cette saison. Je sais pas quand elle reprendra le cyclocross cet hiver, mais en tout cas, je pense qu'il faudra quand même compter sur elle l'année prochaine. Et elle peut pas non plus être, je pense, au top du top à chaque fois. On va enchaîner. Également, rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, moi j'avais deux petites déceptions encore. Bon, déjà, l'Otto Kopecky qui était pas du tout dans le coup. J'ai failli mettre l'entièreté de la team SD Works, puis bon, après je me suis quand même rappelé qu'elles avaient gagné 2 étapes, et heureusement que Lorena Wiebes était là sur ce Tour de France. Mais on est très très loin de la grande team SD Works. Euh, Anna van der Breggen qui a essayé, notamment sur la dernière étape, mais qui clairement est pas au niveau des toutes meilleures, hein. En montagne, ça c'est clair et net, on voit qu'il manque vraiment quelque chose. Et puis le Teu Kopecky qui depuis Liège-Bastogne-Liège un petit peu est pas tellement dans le coup, hein. Alors on sait qu'elle a eu quelques soucis de santé aussi, hein, notamment avec qui l'ont fait abandonner sur le Giro. Ça lui a pas permis de préparer le Tour de France correctement. Donc on pouvait un petit peu s'y attendre, mais c'est toujours décevant de voir la championne du monde. Et puis on sait le talent qu'elle a, et on a vu à quel point elle avait pu enflammer le Tour de France, notamment en 2023, où elle termine quand même, je le rappelle, deuxième du général, alors qu'il y avait une arrivée au Tourmalet et puis un chrono. Donc voilà, c'est une déception. Et puis j'enchaîne rapidement sur ma deuxième déception, et puis comme ça après tu pourras conclure en parlant des deux filles. L'autre c'est Neve Bradbury. Tu parlais tout à l'heure quand on évoquait la performance de Nivia Doma sur le Tour de France, que elle n'avait pas été bien entourée, contrairement à l'année dernière, et j'ai trouvé que Bradbury c'en était la parfaite illustration. On est bien loin de sa troisième place sur le Giro l'année dernière, où il avait littéralement volé dans le blocos. Euh, Elle fait une très belle saison en 2024, mais là cette année je la trouve vraiment pas du tout dans le coup. Et ouais, j'espère qu'elle pourra se ressaisir, parce qu'elle a le potentiel pour aller gagner des grandes courses, pour aller claquer des belles étapes de montagne. Et c'est vraiment un profil, profil de pure grimpeuse, et qui a énormément de potentiel. Et bon, elle a 23 ans, il n'est pas trop tard pour se ressaisir. Mais voilà, déception, parce que clairement, je ne l'ai pas vu du Tour. Et une fille qui a montré de belles choses comme ça les années précédentes, forcément j'en attendais un petit peu plus. Je vais rebondir rapidement sur Neve Bradbury. Moi, j'ai une stat qui est très parlante. Son meilleur résultat de l'année, elle l'a fait avec l'équipe Conti de la Canyon SRAM. Donc, ça place un peu la saison. On parle quand même pourtant d'une coureuse qui a fait podium du Giro l'année dernière, qui était pas très loin en vrai de, de remporter le Tour de Suisse, même si elle prend une craquante par Vollering l'année dernière. Cette année, elle est complètement à la rue, et c'est limite à se demander pourquoi d'ailleurs on l'a emmenée sur le Tour de France Femmes, tellement elle est hors de forme. Mais normalement, Neve Bradbury, gros niveau, avec Bauernfeind ou une Trup Ludwig, Niedermayer, ça devait vraiment entourer. C'est limite si elle s'est transformée en porteuse de bidon quand elle le pouvait, quoi. C'était, c'était vraiment, vraiment cata, Bradbury. Et puis, Kopecky, malheureusement, je pense que ouais, elle a été bien, bien malade sur le Giro. Elle n'a pas réussi à s'en remettre à temps. Malheureusement, on sait à quel point les maladies, ça peut impacter, hein, sur ne serait-ce que quelques jours, une préparation pour un tour. Euh, Après, c'est à l'image d'une saison qui est quand même un peu, enfin, compliquée. Elle a quand même remporté le Tour des Flandres, hein, mais c'est une saison qui est en deçà, en fait, de Là, il ce à nous a quoi nous a habitués à habitué tellement mieux Kopecky. aussi. C'est ça. C'est ça, hein. C'est bizarre parce que Ah normalement, ouais, oui. quelqu'un qui gagne un monument, on peut pas dire que c'est une mauvaise Bah, oui. saison, mais bon, quand c'est Kopecky ici. euh, Après, ouais, je pense qu'elle a été gênée tout du long. Malgré tout,
même été plutôt intéressante auprès de Lorena Wiebes, parce que Wiebes est enfin venue réaffirmer que c'est bien elle, hein, très très loin la meilleure sprinteuse du monde, contrairement à l'affront de l'année dernière de Charlotte Cole. Mais ouais, non, compliqué Kopecky, mais on va dire je suis moins dur avec elle parce elle a été malade plusieurs fois cette Ouais, année. C'est quand même un peu c'est une saison compliqué. galère pour elle. La SD Works, on sent que c'est aussi un peu une galère. Dans les voitures, je sais pas ce qui se passe, mais c'est du délire aussi, hein, les directeurs Faut sportifs. peut-être que Van der Breggen, elle On retourne dans la avait, ouais, voiture. Je on sais avait bien pas. compris ça l'année dernière avec la gestion du Cavaliering, mais alors là, cette année, sur le tour, c'était encore quelque chose, hein, la gestion Mm. du cas Van der Breggen, voilà, c'était un peu spécial. Mais, euh, mais bon, elles ont essayé, voilà, on sent que c'est plus elle, la super team mondiale. Je pense que que Kopecky va quand même revenir, voilà. Oui, ben Il je faut pense qu'il que faut ça se qu'elle. calme toutes ces maladies. Parce qu'elle a été trois quatre fois Ouais. malade quand même, hein, cette année. Même elle fait cinquième de Liège alors elle est en retour de. Elle chope une grippe entre-temps. Enfin, elle a quand même vraiment pas de chance cette année Kopecky, contrairement à une Bradbury, bah, je sais pas, c'est un fantôme. C'est un Ouais, c'est fantôme. vrai, Elle n'a servi vraiment pas à grand-chose en fait. Moi, par exemple, je regrette que on voyait Bradbury sur le Giro et à l'inverse, on a rapatrié Niedermayer sur le Tour de France qui, je pense à mes yeux, aurait largement plus mérité sa place. Ouais, et effectivement, ça aurait peut-être été une meilleure option. Bah écoute, je pense que voilà, on a fait le tour de ce qui nous a marqué sur cette semaine et sur ces 9 étapes du Tour de France. Et pour conclure cette émission, on avait envie d'ouvrir un petit peu le débat après avoir parlé de ce qui nous a animés pendant ce Tour de France. De savoir un petit peu ce que la victoire de Pauline Ferrand-Prévot allait changer dans le cyclisme féminin. Est-ce qu'il y aura un avant Tour 2025 et un après? On a vu énormément de monde sur le bord de route encourager Pauline Ferrand-Prévôt. Le nombre de pancartes était absolument hallucinant, la foule clairement acquise à sa cause. Il y a un truc quand même qui s'est passé, enfin moi en regardant ça de loin, je l'ai vraiment ressenti et le cyclisme féminin est en train d'être de plus en plus populaire et ça c'est très très chouette. Donc du coup moi ce que j'ai envie de te demander Matt c'est à ton avis qu'est-ce que cette victoire de Pauline Ferrand-Prévot va changer et va apporter au cyclisme féminin et notamment en France. Je pense qu'en France, ça va apporter un véritable visage sur toute cette génération française qui arrive. Moi, j'ai une image en tête, c'est la petite Marion Bunel qui a été Pierre, hein, la lieutenant de Pauline Ferrand-Prévot, qui célèbre comme si c'était elle qui avait gagné le tour. Oui, Pauline Ferrand-Prévôt qui vient de remporter le tour. Je rappelle que la France est l'une des plus grandes nations mondiales et que ça faisait 40 ans qu'on attendait une victoire à domicile de notre tour. Et ça va être un visage déjà pour les filles qui sont déjà pros. Donc je pense à Julie Bégaud, à Marion Bunel, Tissot, les Maëves Skiban qu'on a déjà bien vus, les Cédric Carbol. On a une génération de Françaises qui arrive, mais ça va être. Je pense que ça va insuffler aussi un visage chez les jeunes filles qui veulent se lancer dans le vélo. Et tant mieux, parce que trop longtemps, ça a été sport masculin, des efforts masculins. Et là, je pense qu'en France, ça peut vraiment casser les barrières. J'ai vu passer une stat ce matin. Il y a eu 7 millions de téléspectateurs sur la dernière étape qui allait vers elle. C'est impressionnant quand on sait à quel point le cyclisme féminin, c'était compliqué il y a encore quelques années. Il faut voir avec les sponsors qui s'installent aussi. Enfin, il y a aussi la nouvelle super team mondiale du vélo, elle est française, c'est la FDJ Suez, donc avec des visages français, je pense à Juliette Labousse, à Evita Music, même si ça a été compliqué, mais à Célia Géry aussi. Donc ça va insuffler plein de choses et moi à terme, voilà, il y a plein de choses que je veux voir. Ce tour-là, j'aimerais voir en 12 étapes. Je pense que c'est largement possible quand on voit la professionnalisation des femmes aujourd'hui qui c'est la même que les hommes, hein, grosso
il y a vraiment qu'une différence, je pense. C'est largement possible et voilà, je pense que ça, en tout cas en France, ça va faire vraiment passer un cap au cyclisme féminin. J'espère voir beaucoup plus de licences. En tout cas, un bon, un vrai bon. Mais, et puis un renouveau de l'amour du cyclisme français. Parce que je le rappelle, mais 40 ans, ça a été un petit peu long quand même. Quasi 40 ans. Faut pas oublier les victoires de Gianni Longo, même si elle en a eu un paquet. C'est vrai. C'est C'est vrai vrai, que même si on... Voilà, moi je nuancerais ça, on en a parlé en off, ces victoires-là, toujours du mal à attribuer quand on sait tout ce qu'il y a eu comme cas de triche, etc. oui, mais ça après, on va dire que ça lui a pas été enlevé, mais après, après voilà, en tout cas, ça faisait forcément très très longtemps qu'il n'y avait pas eu de victoire française sur le Tour. Mais chez les hommes, on attend toujours, et je pense qu'on va encore attendre un petit moment. Le Texas, s'il te plaît. Ok, bah super, bah Matt, je te remercie beaucoup pour cette émission. Je pense qu'on a été bien complet par rapport à et ben voilà, tout ce qui a pu se passer sur cette semaine. Dans les commentaires, n'hésitez pas vous aussi à nous donner votre coup de cœur, votre déception de la semaine, et puis également de parler de filles dont on n'aurait pas pris le temps ici d'en parler, hein, avec Matt on pourrait parler des heures et des heures de vélo, mais on fait en sorte que ça ne dure pas non plus toute la journée pour que vous puissiez écouter correctement les émissions, mais voilà, n'hésitez pas à parler. Par exemple, une fille comme Cédrine Kerbol, on n'a pas trop parlé de son tour, mais il y avait aussi plein de choses à dire, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner votre avis. Merci encore Matt, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là, et bien évidemment, pensez à vous alimenter, car la fringale guette. À bientôt tout le monde, ciao ciao. Ciao tout le monde.